Bienvenue. Suite à la réunion précédente, que je vais résumer pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'y participer, je vais la résumer très brièvement. Et ensuite, on va s'atteler à la question cruciale qui est concrètement comment on s'y prend. Voilà, comment on peut s'y prendre pour optimiser ce travail et faire en sorte qu'il soit efficace et donc agréable. Voilà. Alors pour faire bref, la dernière fois, on a découvert, en tout cas mis en lumière, parce que ce n'était pas une découverte pour beaucoup d'entre vous, mais mis en lumière la nécessité impérieuse d'avoir une stratégie au lycée qui soit une stratégie basée sur l'entraînement et non une stratégie basée sur l'apprentissage. Voilà. On apprend ces leçons quand on est dans le monde du savoir, et ça c'était bien au collège. Et au lycée, on est dans le monde du savoir-faire, et le savoir-faire, ça ne s'apprend pas. Vous pourrez apprendre par cœur tous les bouquins du monde sur le vélo, vous ne saurez pas faire du vélo. Savoir faire du vélo, ça nécessite de monter sur le vélo et de passer à la pratique. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le seul moyen efficace pour apprendre à faire du vélo. Et ça marche pour tous les autres savoir-faire de l'humanité. Si vous voulez apprendre à parler javanais, il va falloir parler javanais. Sinon, vous ne saurez jamais parler javanais. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce qu'on a découvert ou mis en lumière la dernière fois, en s'appuyant sur la construction de nos adolescents d'aujourd'hui, qui fonctionnent plutôt comme des ordinateurs, c'est-à-dire avec des dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, plutôt qu'avec une fonction analytique comme le faisaient leurs prédécesseurs. C'est pas moins bien, c'est pas mieux, mais c'est différent. Et en tout cas, il y a un mode d'emploi qu'il faut apprendre. L'entraînement va leur convenir très bien. Il va surtout leur permettre de trouver un rendement dans leur travail qui sera efficace, c'est-à-dire que l'énergie dépensée apporte les fruits espérés. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus décourageant que de travailler beaucoup pour avoir des résultats qui sont parfois médiocres, voire pas suffisants. Donc si on veut décourager nos élèves, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Si on veut au contraire les encourager, il faut que la corrélation entre le travail que je fournis et les résultats que j'obtiens soit directe, le plus direct possible. Alors c'est jamais complètement direct, parce que parfois il faut travailler un certain temps pour obtenir des résultats visibles, mais plus le lien entre les deux va être efficace, et plus la motivation va être efficace et durable. Alors, très concrètement, comment on va s'y prendre et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Une stratégie, alors elle est éprouvée, elle a fait ses preuves, je suis prêt à rembourser tous ceux qui n'y arrivent pas ou tous ceux qui ne la trouvent pas efficace. C'est garanti, avec 25 ans maintenant d'expérience, je peux facilement m'engager sur l'efficacité de cette méthode qui fonctionne à partir du moment où on la met en œuvre avec sérieux ou avec implication. Alors le premier point, alors ça va fonctionner si je veux. Voilà. Le premier point, ça va être qu'un travail efficace, quand on parle d'entraînement au lycée, c'est un travail qui laisse des traces. Un travail efficace, quand on parle d'entraînement au lycée, c'est un travail qui laisse des traces. Quand je suis devant ma feuille, je peux y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il faut. S'il n'y a pas plus de quelque chose après qu'avant, c'est que je n'ai pas fait un travail efficace. Évidemment, quand il s'agit de rédiger, argumenter, justifier, démontrer, analyser, qui sont nos verbes préférés du lycée, il faut avoir un stylo dans la main pour pouvoir rédiger, argumenter, justifier, démontrer, analyser. Parce que si je ne fais que lire mon cours, je suis dans l'apprentissage, je ne suis pas dans l'entraînement. Et donc je risque d'être déçu parce que je vais savoir, mais je ne vais pas savoir faire. Donc, un vrai enjeu, laisser des traces. Ça a plein d'avantages, notamment celui de pouvoir relire et de pouvoir revenir dessus. Et se dire, après le match, et maintenant tous les bons sportifs, tous les grands sportifs fonctionnent comme ça, après le match, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la vidéo du match, et on est capable de dire, tiens, là on n'a pas été bon, là on a été excellent, là ça il faut le reproduire parce que ça marche. Et donc on est capable de revenir sur nos entraînements, sur nos actions après le match. Et même maintenant, les bonnes équipes, ils filment leurs entraînements,
Parce que ça leur permet de revenir sur les entraînements et de dire, bah tiens, là, à l'entraînement, tu as été bon, là, à l'entraînement, tu n'as pas été jusqu'au bout, là, tu aurais fait 2 mètres de plus, ça aurait été mieux. C'est exactement ce que nos écrits sont capables de nous dire. Ça veut dire que quand je m'entraîne à la maison, je laisse des traces, mais je ne m'entraîne pas sur un morceau de papier toilette que je vais jeter à la fin. Je m'entraîne dans un cahier, je m'entraîne sur une feuille qui est numérotée, qui est classée, qui va être rangée dans mes affaires au bon endroit, et que je serai capable de relire à la fin en me disant, bah tiens, comment ça se fait au contrôle que j'ai pas su faire cet exercice-là? Qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement? Je regarde à l'entraînement ce qui s'est passé. Ah bah oui, j'avais fait la même faute à l'entraînement. Est-ce que j'avais pris soin, mon entraînement, de le montrer à mon coach? Est-ce que je l'avais montré à mon prof pour vérifier que j'étais bon? Ah bah non, donc la prochaine fois, je sais ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment un outil de relecture qui va rendre les choses beaucoup, beaucoup plus efficaces. Alors il y a des matières sur lesquelles c'est assez naturel, parce que quand on fait des exercices de maths, ben, on les fait pas à l'oral, on les fait à l'écrit, et on laisse une trace forcément. Voilà, c'est valable pour la physique, c'est valable pour plein de matières de ce type-là. Et puis il y a des matières sur lesquelles c'est moins naturel. Si j'ai un contrôle d'histoire la semaine prochaine, ben, il y en a qui pensent que si je connais bien mon cours, parce que je l'ai bien révisé, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu, je l'ai même récité à maman, ils pensent qu'ils vont être compétents. Or, au lycée, ils n'auront que très peu de questions de cours. Citer la définition de tel... Alors là, d'accord, ils auront tous les points. Ils ont su vous le réciter à vous, ils sauront le réciter sur leur copie, pas d'inquiétude. Sauf que le gros des points, le gros des attentes, ce qu'on va leur demander au bac en particulier, c'est pas de réciter la définition. Si je connais 1515, Marignan, François Ier, l'armée suisse, bah, je suis au même niveau que Google, au niveau d'intelligence, c'est-à-dire pas grand-chose. Si je suis capable de les mettre en lien, alors je deviens intelligent. Il ne s'agit pas d'avoir une somme de connaissances, il s'agit d'avoir l'intelligence d'être capable de les mettre en lien. Et encore mieux, d'exprimer ce lien dans un français correct, qui sera compréhensible par le professeur, et de répondre correctement à la question. Et c'est ça qu'on attendait au bac. Donc, il ne s'agit pas seulement de savoir, mais il s'agit aussi d'être capable de mettre en relation, d'être capable d'argumenter, de justifier, de dérouler un raisonnement. Et tout ça, c'est de l'entraînement. Ça se fait aussi dans le travail préparatoire au contrôle. Et c'est pas parce que je connais par cœur mon cours que je suis prêt. Par contre, c'est parce que je suis prêt que mon cours il va être su. Parce que si je me suis entraîné suffisamment à rédiger, argumenter, justifier, démontrer, dérouler un raisonnement et des choses de ce type-là, j'aurais aucun problème à maîtriser mes dates. Parce que les dates, si je les ai mis 3 fois dans mes entraînements, bah, elles vont être ancrées de manière assez fiable et assez efficace dans ma mémoire. Donc mettre son énergie sur la rédaction, sur l'entraînement, l'analyse aussi. Hein. Analyser un document, c'est avec un surligneur. Combien de fois on voit des élèves comme ça au bac de philo qui prennent un texte pour le bac de philo et qui commencent par le lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis se lancent. Et à quel moment tu as analysé le texte? Et l'élève, il me dit, si, je l'ai analysé. Il n'y a pas de trace de ton analyse. Tu n'as rien surligné, tu n'as rien encadré, tu n'as rien relié, tu n'as rien associé. Pas de trace, pas de travail. Ça, c'est une phrase que je dis souvent. Pas de trace, pas de travail. Si sur ton texte de philo, il n'y a pas de trace, c'est que tu ne l'as pas travaillé. Tu l'as lu peut-être, c'est super. Si tu en as compris quelque chose, tant mieux, mais tu ne l'as pas travaillé. Pas de trace, pas de travail. Alors on se rappelle que ce qu'on a dit la dernière fois sur cette notion d'entraînement, qu'est-ce que c'est s'entraîner, hein? C'est d'abord produire, on écrit, on rédige, on argumente, voilà. Et d'abord on produit, on n'essaye pas de réfléchir avant. En tout cas pas cette génération-là. Ils ne savent pas faire. Donc on n'essaye surtout pas de produire un truc parfait. Ça n'aurait pas de sens. Et puis ça ne marchera pas. Donc d'abord on produit, ensuite on choisit un critère d'analyse, un critère d'observation, un critère d'amélioration. Le prof nous a dit qu'il fallait faire attention à avoir un seul
Une seule idée par paragraphe. Eh ben, je relis mon texte et je vérifie. Est-ce que j'ai bien une seule idée par paragraphe? Ah non, là j'en ai deux. Ah ben, je vais faire 2 paragraphes. Hop, je les sépare. Et puis ensuite, je vais choisir un autre critère. Le prof m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à la concordance des temps. Ok, je relis mon texte, je vérifie, j'analyse. Est-ce qu'il y a un problème j'enrichis, j'améliore, je corrige ce qui doit être corrigé, et je recommence. Le prof m'a dit qu'un seul critère à la fois. Voilà. Et on va passer à la moulinette comme ça, 100 fois sur le métier, son ouvrage. Et c'est en faisant passer 100 fois le métier sur son ouvrage qu'à la fin, on a un truc de qualité. Et la qualité, elle est à ce prix. Il n'y a pas de qualité si on n'a pas ce travail de post-production de notre travail. Et les enseignants écriront ça de manière très simple et toujours la même. Il faut approfondir le travail. Je me suis toujours posé la question quand j'étais élève de ce que ça voulait dire, parce qu'on utilisait des feuilles qui étaient particulièrement plates, et approfondir sur une feuille qui est toute plate, c'était compliqué. Voilà. Ça veut dire ça, d'approfondir. Ça veut dire être capable de faire ce travail d'enrichissement de mon travail, et de 100 fois mettre sur le métier mon ouvrage. Deuxième point, se fixer des objectifs. Alors là, on parle de motivation, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des promenades en montagne, mais moi, quand je fais une promenade en montagne, je vais surtout pas, dès le départ du parking, là, me dire, c'est bon, on va aller jusque là-haut. J'ai tendance à me dire plutôt, là, je vais aller jusqu'au caillou qui est là-bas. Et je vais jusqu'au caillou, et quand j'arrive au caillou, je me dis, yes. Maintenant, je vais jusqu'à l'arbre qui est là-bas. Et quand j'arrive à l'arbre, je me dis, yes. Et quand je prends le premier virage, eh ben, je me dis, allez, on va jusqu'au deuxième lacet, là. Et d'étape en étape, comme ça, j'arrive jusqu'en haut de la montagne, s'il faut, sans difficulté. Mais mon objectif, je ne l'ai pas choisi n'importe comment, je l'ai choisi SMARTY. Ceux qui sont dans l'entreprise reconnaîtront l'acronyme. Il s'agit d'un objectif qui est spécifique, qui est précis. Si je dis aujourd'hui, là maintenant, mon objectif c'est de maigrir, ou mon objectif c'est de monter sur la montagne, ben, l'un et l'autre sont assez imprécis. Monter sur la montagne, ça veut dire quoi? Au bout de 200 mètres, ça y est, je suis monté sur la montagne. Je vais monter en haut, tout en haut, moitié en haut, c'est quoi? C'est pas précis. Si je dis je veux maigrir combien? Ça y est, j'ai perdu 200 grammes, c'est bon, je m'arrête. Ben non, mon objectif doit être précis, je sais où je vais. Pourquoi j'ai besoin qu'il soit précis? C'est pour avoir mon petit yes. C'est ma petite dose ma petite dose de dopamine qui est au niveau de mon cerveau va me doper. Et cette petite dose de dopamine, qui est l'hormone de la victoire, l'hormone du succès, le neurotransmetteur pour être précis, cette petite dose-là, elle vient à chaque fois que j'ai atteint un objectif. Donc un objectif précis, c'est un objectif qui me donnera cette dose. Voilà. Si je n'ai pas un objectif précis, je vais rater ma dose. Et comme mon cerveau est parfaitement accro à la dopamine, il est capable de me faire des efforts énormes, il est capable de me soutenir pour déplacer des montagnes s'il faut, à condition d'avoir sa dose de dopamine. C'est comme ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, que certains jeux parfaitement stupides sont hyper addictifs. Prenez Candy Crush par exemple. Candy Crush qui est un jeu pas particulièrement intellectuel, mais très très addictif. Pourquoi? Parce que tout le monde gagne à Candy Crush. Et on gagne tout le temps. Vous cliquez sur 2 bananes et c'est bon, vous avez gagné. Un petit pas. Et puis ensuite 3 petites fraises et hop, vous avez encore gagné. Et à chaque fois que vous gagnez quelque chose, c'est une dose de dopamine qui se libère dans votre cerveau. Votre cerveau est accro à la dopamine et donc il est prêt à recommencer jusqu'à ce que vous ayez perdu votre après-midi à jouer à ce jeu parfaitement stupide. Et vous le savez qu'il est stupide. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de gagner tout le temps? Et d'ailleurs, tous les jeux vidéo sont construits comme ça. On commence toujours un jeu vidéo par un niveau facile. Et au début, on gagne. Et plus on gagne, et plus on a envie de jouer. Et puis, petit à petit, ça se complique, mais plus on gagne, et plus on a envie de jouer. Un jeu vidéo qui commencerait par un niveau trop dur, bah, les gens ils s'arrêteraient là, et puis ils ne joueraient plus, quoi. Aucun intérêt. Si mon cerveau n'a pas eu sa dose de dopamine parce qu'il a gagné,
Il n'a plus envie de jouer. Hein. Je le comprends. Donc, spécifique, mesurable. Il est mesurable mon objectif parce que j'ai besoin de savoir quand est-ce que je suis arrivé. Voilà. Je veux perdre du poids, c'est sympa, mais si je dis je veux perdre 12 kilos, ben j'ai un objectif précis, mesurable. Si je dis je veux me donner comme objectif de travailler 2 heures par jour, c'est facile à mesurer. Je veux travailler plus. C'est un objectif, ça. Travailler plus, c'est une intention, c'est pas un objectif. C'est pas une destination. On ne sait jamais quand est-ce qu'on est arrivé. Si on ne sait pas quand est-ce qu'on est arrivé, on n'a pas notre dose de dopamine. Il doit être accessible et ambitieux. Accessible parce que si je prends comme objectif tout de suite maintenant, là, de perdre 74 kilos, à part perdre une jambe, un bras et l'autre moitié, ça va être compliqué pour moi. Et c'est un objectif qui sera tellement utopique, tellement loin, tellement compliqué, que finalement, je vais me dire, bon, ouais, je laisse tomber, quoi. C'est pas la peine de livrer une bataille qui est perdue d'avance. L'objectif, allez, je vais avoir 18 de moyenne cette année, alors que l'année dernière, j'avais 8. C'est pas un objectif accessible. C'est pas un objectif qui a du sens. Donc il faut qu'il soit accessible. Et en même temps, il faut qu'il soit ambitieux, parce qu'il faut pas se faire mal aux pieds quand on lance la boule. Hein. Donc ambitieux, c'est-à-dire qu'on va choisir un objectif quand même qui nous challenge un peu, qui nous fait sortir parfois de notre zone de confort, mais pas trop loin. Voilà. Ni trop près, ni trop loin. Trop loin, c'est décourageant. Trop près, c'est pas motivant. Il faut qu'il soit réaliste. Alors, on rejoint ce qu'on a dit juste avant, accessible. Il faut que ce soit réaliste, c'est-à-dire que ce soit possible. Un objectif impossible, c'est un objectif que je ne vais pas combattre. Hein. Moi, les combats perdus, c'est pas mon truc. Il faut qu'il soit limité dans le temps. Alors, vous m'excuserez pour la petite traduction du time. Donc, c'est intimité dans le temps que je vous ai fait. Mais c'est le temps qui est le T de Smarty. Et en effet, limité dans le temps, c'est hyper important parce que si je dis je veux perdre 20 kilos et que je me laisse 32 ans pour y arriver, finalement, ça me fait, allez, on va dire, quelques grammes par mois. C'est pas jouable, ça va pas marcher, ce sera trop long. Donc, un objectif, on se dit, voilà, je veux gagner 2 points sur ma moyenne. Dans combien de temps? Combien de temps je me laisse pour l'atteindre? Quel objectif? Je le limite dans le temps. Et puis ça me permettra aussi de dire à la fin, bah, c'est bon, j'ai fini ce combat-là. Je vais en choisir un autre derrière, mais ce combat-là, je l'ai fini, je l'ai gagné ou je l'ai perdu. Mais au moins, je sais qu'il est limité. On ne peut pas avoir des objectifs à perpétuité. Et puis, il faut qu'il soit imaginable. Ça, c'est hyper important et ça vient de nos caractéristiques du cerveau. C'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginaire. Vous vous rappelez que tout le monde a déjà vu un film au cinéma, et pourtant, vous savez bien, tous autant que vous êtes ici présents, que dans un film au cinéma, ce sont des acteurs qui sont derrière la caméra. Et ce sont des faux, en fait. Ils font tout pour de faux. Ils ne meurent pas pour de vrai, ils ne se battent pas pour de vrai, ils ne sont même pas amoureux pour de vrai. Tout ce qui se passe derrière l'écran, c'est du faux, en fait, c'est du semblant. Et pourtant, nous arrivons à ressentir des vraies émotions face à un film de cinéma. On va être vraiment heureux au moment du dénouement, on va être vraiment triste au moment où elle meurt. En fait, elle n'est pas morte. Elle se relève après, puis elle rentre chez elle. Mais pourtant, je suis vraiment triste, et je le sais en plus. Pourquoi? C'est parce que mon cerveau limbique, pour être précis, et puis mon reptilien aussi, mais sur les 3 cerveaux, on a le reptilien, le limbique et le cortex. Et ben les 2 premiers, ils ne font pas la différence entre la situation réelle et la situation imaginaire. Ça veut dire que quand je suis capable d'imaginer mon objectif, quand je suis capable de fermer les yeux comme ça en sortant du parking, j'ai à peine chaussé mes super chaussures toutes neuves de chez Decathlon, là, je sors du parking, je ferme la porte et là je regarde le chemin et la montagne. Et là, une petite vague de découragement m'envahit. Et je me dis, il faut qu'on y aille là, mais vous êtes sûr? Vous avez regardé la météo avant et vous ne pensez pas que le bar là-bas, il est plus sympa que la montagne là-haut? Enfin, j'ai toutes les bonnes raisons du monde de ne pas monter en fait. Sauf au moment où je ferme les yeux et que je m'imagine
Une fois arrivé là-haut, la vue de malade qu'on va avoir, le super paysage dont on va pouvoir profiter, et cette fierté que je vais avoir en redescendant de dire à mes amis ou à mes parents ou à mes enfants, je l'ai fait. Et rien qu'en fermant les yeux pour imaginer cette situation-là, mon cerveau chope une dose de dopamine et je suis prêt à y aller. Et je suis prêt à déplacer des montagnes. L'engagement, la motivation, on a le droit de la simuler. Et ça donnera le même effet au niveau du cerveau. On a observé ça sous IRM fonctionnel, ce que ça donnait dans le cerveau quand on avait une vraie satisfaction ou quand on avait une satisfaction virtuelle. Ben, c'est la même chose. Alors, c'est moins intense en virtuel qu'en réel, mais ce sont les mêmes circuits qui s'activent. Donc, imaginable, c'est hyper important. Est-ce que je suis capable d'imaginer mon objectif atteint? Si oui, alors il ne faut pas se priver. Et à chaque fois que je me mets au travail, je ferme les yeux et j'imagine le scooter qu'on m'a promis si j'ai 18 de moyenne à la fin de l'année. Ah ben là, tout de suite, ça me motive. Enfin, mon objectif, il est imaginable. Et pour ça, j'imagine mon 18 de moyenne, comment je l'ai obtenu, à force de quel travail, etc. Donc un exercice SMARTY, spécifique, mesurable, accessible, ambitieux, réaliste, limité dans le temps et imaginable. Et ça, voilà. Donc se fixer des objectifs, c'est important. Troisième point, utiliser mieux son cerveau. C'est notre outil de travail. C'est quand même scandaleux que ce ne soit pas enseigné dans les programmes de l'éducation nationale. On y travaille, voilà. Vous avez peut-être repéré dans l'emploi du temps, dans la proposition du lycée, qu'il y aura un cours de cerveau qui sera donné un petit peu plus loin dans l'année. N'hésitez pas, c'est là-dessus qu'on va travailler. Il s'agit vraiment de comprendre comment ça marche et de se dire, voilà, quels sont les leviers qu'on peut utiliser dans notre cerveau. Alors je vais vous en donner 3 ce soir. La première, c'est que notre cerveau, il se décompose en 2 parties. Une partie consciente, c'est celle dont j'ai conscience, finalement, c'est celle qui me permet de vous parler ce soir, d'être avec vous et d'être content d'être avec vous. Et une partie inconsciente, et celle-là, je ne maîtrise pas trop ce qu'elle fait. Notamment, j'espère qu'elle gère l'intégralité de mon corps. Elle fait battre mon cœur, elle gère mes intestins, elle gère la température de mon corps, elle gère mes mouvements réflexes, elle gère voilà, tout plein de choses dans ma vie. Et heureusement, parce que si je devais réfléchir à respirer pendant que je vous parle, je serais bien embêté. Si je devais réfléchir à faire battre mon cœur, à respirer, à réguler la température de mon corps, à digérer et en même temps à vous parler, j'y arriverais pas. Donc cette partie inconsciente, elle est hyper importante et on dit qu'elle est hyper puissante. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui mesurer à peu près la capacité de calcul de l'une et de l'autre. Et si ma conscience représente un Playmobil, alors ma partie inconsciente se représenterait par la tour Eiffel, la vraie. C'est du même ordre de proportion entre un Playmobil qui fait 7 cm. Oui, un Playmobil, ça fait 7 cm. Et la tour Eiffel qui fait 365 mètres. C'est la même proportion entre ma conscience et mon inconscient. Autant dire que mon inconscient est beaucoup plus puissant que mon conscient. Et heureusement, parce que lui, il est capable de faire plein de trucs à la fois. Il est capable de gérer tout un tas d'émotions, tout un tas de choses physiologiques, mais aussi de faire cheminer mes pensées d'une fois sur l'autre, etc. Quand ça vous est tous arrivé de vous endormir un soir avec un problème et de vous réveiller un matin avec une solution, ou de chercher pendant un moment une solution à quelque chose, et puis quelques temps plus tard de se dire « Ah mais oui, pourquoi on n'a pas pensé à ça ?» Et l'idée ressort en ayant avancé, en ayant cheminé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est mon subconscient qui a continué de travailler en mon absence. Et quand j'ai commencé à réfléchir à un problème, que j'ai laissé passer du temps,
Et ben, la solution, parfois, elle m'apparaît plus tard, quand le temps a fait son office et que mon cerveau inconscient a travaillé. Il est beaucoup plus puissant, et 100 000 fois plus puissant pour être précis. Par contre, il est un peu lent. Voilà, il met toujours du temps à travailler, lui. Pourquoi est-ce que, quand il reste 5 minutes de cours, les professeurs avisés, ceux qui ont travaillé un peu la question, disent à leurs élèves « Commencez vos exercices pour la prochaine fois ». Et là, les élèves, tous autant qu'ils sont, ont tous le même réflexe de dire « Oh, il reste que 5 minutes, ça sert à rien, on va pas avoir le temps ». Et les professeurs les plus avisés leur diront « C'est pas grave, 5 minutes, c'est ce qu'il faut pour lire la consigne. Lisez la consigne. » Qu'est-ce qui va se passer dans le bus quand je vais être sur le chemin ? Je vais penser à autre chose, je vais avoir une conversation avec mon voisin, je vais regarder le truc, je vais zoner sur mon téléphone, peu importe, il va se passer plein de trucs. Et ça, c'est la partie consciente. Par contre, mon inconscient, lui, à qui j'aurais confié la consigne, il va commencer à bosser. Et quand à 19h30 ou un peu plus tard, ou le lendemain, ou peu importe, je vais me remettre au travail, mon subconscient aura déjà commencé à résoudre le problème. Et j'aurai avancé, je serai déjà beaucoup plus avancé que si je découvre le problème au moment où je m'y mets. C'est pour ça que fractionner son travail, fractionner ses temps d'apprentissage, c'est intelligent. Les musiciens, s'il y a des musiciens parmi vous, savent que quand on arrête un instrument, pendant un certain temps, et parfois ça peut être 1 an ou 2 ans, voire 3 ans, et qu'on reprend l'instrument, 3 ans plus tard, on est meilleur que quand on s'était arrêté. Le niveau de l'instrumentiste 2 ans plus tard, alors qu'il n'a pas touché à son instrument pendant 2 ans, il est plus important que le jour où il s'est arrêté. Alors je parle du niveau, je ne parle pas forcément de la virtuosité, parce que là parfois il s'est rouillé un peu sur l'acquisition du geste. Mais sur le niveau d'instrument, on peut être plus avancé. Parce que pendant ce temps-là, alors 2 ans c'est long, mais parfois c'est un peu plus court, parce que pendant ce temps-là, le cerveau a fait son job. C'est comme ça qu'il y a des élèves, j'en ai été, donc je peux le témoigner, maintenant c'est prescrit, j'en profite. Il y a des élèves qui ont, au conservatoire, pendant des années, eu des cours, et d'un cours sur l'autre, c'était le mercredi après-midi, je me rappelle, d'un cours sur l'autre, je ne touchais pas à mon instrument. Parce que je n'étais pas très concentré, pas très passionné. Donc je ne touchais pas à mon instrument d'un cours sur l'autre. Et pourtant, j'ai progressé. Et d'une semaine sur l'autre, mon professeur me disait « Oh, c'est bien, tu as progressé cette semaine. » Je n'avais rien fait. Mais mon inconscient, lui, avait fait les choses. Et pendant la semaine, mon inconscient avait travaillé. Fractionner son travail, c'est intelligent. Varier les lieux de travail, c'est intelligent. Nous avons une mémoire qu'on appelle une mémoire associative. C'est-à-dire que notre mémoire va associer les éléments les uns avec les autres. Et si j'arrive à associer, par exemple, ce que j'ai fait en histoire, vous avez tous eu cette expérience, de vous rappeler un truc et de vous dire « Ah oui, je me rappelle du nom de cette personne, je l'ai écrit dans mon cahier en haut à droite, là. Il est écrit en rouge dans mon cahier en haut à droite, je ne sais pas à quelle page, je ne sais pas où, mais je me rappelle qu'il est en haut à droite, là. Je l'ai spatialisé. » Notre cerveau a associé le nom de cette personne-là avec l'information en haut à droite. Si je cherche un petit peu, si j'apprends à débroussailler, je vais même être capable de le retrouver dans ma tête, le nom qui est écrit sur ma feuille. Et puis parfois j'aurais besoin d'aller voir dans le cahier, mais je sais que c'était en haut à droite et je vais le retrouver en haut à droite écrit de la couleur que j'avais dit. Parce que mon cerveau a associé cette information-là avec ce lieu-là. Il a spatialisé l'information. Si mon cours d'histoire, quand je l'ai appris, j'étais allongé sur le tapis dans ma chambre et il y avait de la musique, c'était du Mozart. Il va me suffire, au moment où j'aurai un trou pour me rappeler d'une information ou d'une stratégie d'expression pendant mon contrôle, il va me suffire de fermer les yeux, de m'imaginer allongé sur mon tapis et l'accès à ma mémoire va être beaucoup plus efficace. On va faire de la spatialisation virtuelle et on va se poser, voilà, on va s'imaginer allongé dans la bonne position. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, me l'imaginer, ça suffit à débloquer
à ouvrir la porte. Vous vous rappelez la dernière fois, j'avais parlé de la mémoire comme étant un chemin de montagne. Et plus on la pratique, et plus le chemin s'élargit. D'accord, ce sont les fameux synapses qui se consolident. Parfois, ce qui est compliqué, alors ça marche pour les chemins de forêt aussi, mais dans les chemins de forêt, ce qui est compliqué, c'est de trouver l'entrée du chemin. Vous savez, c'est ce mot qu'on a sur le bout de la langue, qu'on voudrait bien sortir, mais... Et puis il nous manque juste la première lettre. Et hop, si on a la première lettre, pouf, le mot il sort tout seul. Voilà. C'est l'entrée du chemin qu'on cherche. Parfois, l'entrée du chemin, c'est la position dans laquelle j'étais en train de travailler. Et c'est pour ça qu'un adolescent qui travaille allongé sur le canapé, qui travaille sur son lit, qui travaille sur le sol à son bureau ou à plusieurs endroits différents, c'est pas grave. Et au contraire, ça peut être une bonne stratégie de mémorisation et d'association de la mémorisation à une position pour ceux qui sont plus kinesthésiques ou à un lieu pour ceux qui sont plus visuels ou plus géographiques. Mais ça peut être une bonne stratégie, à condition que ce soit toujours les mêmes. C'est-à-dire que si j'associe mon cours d'histoire au canapé, il faudra que je fasse l'effort de me mettre dans le canapé à chaque fois que je vais travailler mon histoire, pour en faire les bonnes associations à chaque fois. Sous-traité au subconscient, j'en ai parlé déjà. C'est intelligent de se dire, je lis la consigne aujourd'hui et je ferai le travail demain. D'ailleurs, vous avez tous fait ça. On commence un mail le lundi, le mardi on l'enrichit, et le vendredi, quand on l'envoie, il est bien meilleur. Parce qu'entre les deux, il s'est passé des choses. Et on finit pas un travail qu'on a commencé tout de suite, on se laisse du temps, parce que le subconscient, il a besoin de temps pour travailler. Donc, sous-traiter au subconscient, c'est intelligent. J'ai un problème, je ne sais pas le résoudre. Je prends toutes les données du problème et je ferme mon cahier, je vais faire autre chose. Et quand 2 heures plus tard, j'y retourne, ça s'éclaire différemment. Il s'est passé plein de trucs dans ma tête, il a fait des associations, il est allé chercher des informations ailleurs, et je suis plus intelligent la deuxième fois que je m'y penche. Fractionner son travail, sous-traiter à son subconscient, c'est vraiment une manière intelligente d'utiliser son cerveau. C'est mon Playmobil. Alors, c'est pas, on y va comme ça. Allez, on continue. Conseil suivant, accepter l'imperfection. C'est un gros défaut des bons élèves, qui ont été habitués depuis qu'ils sont tout petits à faire les choses bien. Et c'est chouette. Et je pense en particulier à beaucoup de jeunes filles, voilà, qui ont intégré cette forme de perfectionnisme, parce que leur générosité, ça ne marche pas que pour les filles, je vous rassure, elles le font parfois plus et mieux que certains, mais ça marche pour tout le monde. La générosité des jeunes fait qu'ils ont envie de faire plaisir. Ils ont envie de faire plaisir à maman, ils ont envie de faire plaisir à leurs parents, ils ont envie de faire plaisir à leurs profs, ils ont envie de faire plaisir aux gens autour d'eux parce qu'ils sont généreux. Et c'est chouette. Et donc ils se disent que pour faire plaisir, il faudrait faire des choses parfaites. Pour faire plaisir à maman, si j'étais parfaite, ça serait chouette. Parce que je vois bien qu'elle est contente quand je fais des choses bien. Et pour faire plaisir à mon prof, il faudrait que je produise un truc parfait. Et quand je dis ça, je crée l'angoisse de la page blanche. Cette angoisse terrifiante de me dire, mais je suis là devant une page blanche et je vais avoir beaucoup de mal à me lancer parce que forcément, ce que je vais faire, ce ne sera pas parfait. Et que le meilleur moyen de ne pas faire un truc pas parfait, c'est de ne rien faire. Moi, j'ai cette qualité-là que je n'ai jamais perdue au loto. De toute ma vie, je n'ai jamais perdu au loto. C'est fort, hein? Alors vous me direz, je n'ai jamais joué non plus, c'est vrai. Mais je perds pas. Et comme je suis un mec sympa, et que j'ai pas envie de perdre au loto, je ne joue pas. Parce que je me dis, c'est pas la peine de gaspiller l'argent pour ça. La même stratégie scolairement, elle peut être très pénalisante. Le meilleur moyen de ne pas faire de faute, c'est de ne pas écrire. Oui. Dit comme ça, c'est moins efficace quand même. Et donc, il faut à un moment accepter l'imperfection, et je le dis à mes élèves, et pas que aux filles, même si ça les concerne beaucoup, l'imperfection, elle ne concerne pas la personne, en fait.
Alors, je le dis souvent à ma femme. C'est pas parce que tu es parfaite, je l'ai épousée, donc c'est pour ça qu'elle est parfaite, c'est pas parce que tu es parfaite que tu fais que des choses bien. Et on peut être quelqu'un de très bien, et je vous assure que je l'ai épousée, c'est une sainte femme, on peut être quelqu'un de très bien, et pourtant faire de son mieux, et pas toujours parfaitement. Et faire cette différence entre l'être et le faire, c'est un vrai défi pour nos jeunes. Parce qu'il y a quelques expressions qui sont assassines. On dit « je suis bon en maths ». Et quel scandale! C'est pas être les maths, je ne suis pas les maths. C'est je fais quelque chose de bien quand je fais des maths. J'ai des bons résultats en maths. Avoir, je veux bien. Mais pas être. D'abord, c'est pas génétique, les maths. Et puis, en plus, c'est pas de l'être. C'est pas parce que mes résultats en maths ne sont pas satisfaisants que je suis mauvais. Mais non, j'espère bien que je suis quelqu'un de bien. Et si nous, adultes, on ne fait pas la différence entre être, avoir et faire, il ne faut pas s'étonner derrière que nos enfants aient du mal à rebondir face à l'imperfection. Et je dis souvent à mes enfants, soyez des saints, soyez parfaits, soyez la meilleure version de vous-même, mais faites ce que vous pouvez. Et c'est différent. Et c'est pas lié. C'est pas ce que tu fais qui dit ce que tu es. C'est pas un jeune délinquant. C'est un jeune qui a commis un acte de délinquance. Et c'est pas pareil. C'est pas un jeune handicapé. C'est un jeune qui est porteur de handicap. Et ça change tout. Ça dit rien de sa qualité de jeune. C'est hyper important parce que si j'accepte pas l'imperfection, le meilleur moyen de ne pas être imparfait, c'est de ne rien faire. Et c'est comme ça qu'on a des élèves, tous les ans, qui se retrouvent dans des stratégies d'évitement, où ils en font le moins possible, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper, et d'être le moins mauvais possible. Alors c'est un moyen court terme, je ne vous cache pas. Mais ça marche bien. Si je ne rends pas ma copie, j'ai pas de mauvaise note. Alors, j'ai un 0, mais j'ai un 0 parce que j'ai pas rendu ma copie, pas parce que je suis mauvais. Et mon amour-propre, il ne le vit pas pareil. Ça change tout. C'est vraiment important. Voilà. Donc, pas chercher à faire trop bien et avoir ces stratégies d'enrichissement, parce que le travail peut être enrichi. Voilà. Et de bien dissocier la qualité de la personne et la qualité de son travail. Et on peut être quelqu'un d'éminemment responsable, et d'éminemment respectable et d'éminemment qualitatif, et pourtant avoir fait un travail qui n'est pas terrible ce coup-là. On va se le dire. Et c'est la manière dont on en parle qui est très importante. Ça fait énormément baisser la pression, notamment dans ces élèves, ces bons élèves, qui se mettent une pression pas possible, et qui ne savent pas comment gérer cette pression, parce que notamment... ils voudraient avoir des bonnes notes, ils voudraient, parce qu'ils ont bien compris qu'il y a Parcoursup, qu'il y a le bac, qu'il y a tout ça, ça leur met une pression pas possible. Mais ils ne savent pas comment la transformer, cette pression, en travail. Et on a des parents qui disent, mais... Alors il se met la pression, il est super stressé, mais il ne travaille pas. Ce qui est bizarre, quand même. Mais si moi je me mets la pression en me disant, j'ai pas gagné l'auto, c'est grave, ça ne va pas me donner envie de jouer. Parce que j'ai fait des statistiques et que je sais que j'ai aucune chance de gagner, ou très peu, ou tellement peu que je préfère pas jouer. Et du coup, s'il y avait une pression, je ne saurais pas la gérer. Parce que j'ai pas de solution efficace derrière. Évidemment, on n'arrive pas en haut d'une montagne en 3 pas. Donc la stratégie des petits pas, c'est une stratégie qui fonctionne, c'est éprouvé, il n'y a que ça comme ça que ça marche. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Quand je suis dans la montagne, quand c'est raide comme ça, mon objectif c'est le caillou qui est là-bas. Et quand j'arrive au premier caillou, je prends ma dose de dopamine et je vise le caillou d'après. Et quand j'arrive au caillou d'après, je prends ma dose de dopamine et j'arrive au caillou d'après. Et chaque étape est une petite victoire.
Et si je devais attendre 6 mois, 1 an pour avoir mon bac et avoir la victoire finale, je me serais découragé avant la fin. C'est vraiment important que chaque petit pas me donne une petite victoire, une petite dose de dopamine, et on y va. Et ça ne m'empêchera pas à la fin d'avoir ma grosse victoire avec ma grosse dose de dopamine s'il faut. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pensons-y, chaque petit pas, c'est une dose de dopamine pour mon cerveau. Et mon cerveau est accro à la dopamine, comme le vôtre d'ailleurs. On l'a dit tout à l'heure, non, on l'a dit la dernière fois, le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. D'accord ? Répéter, re-répéter, re-répéter. Voilà. Et laisser entre 2 répétitions le temps au cerveau inconscient de faire son travail. Donc c'est la régularité, évidemment, qui va nous permettre d'avancer. Alors c'est important pour ça, notamment, d'identifier les exercices. Là, je fais un exercice de maths. Mais tu fais quoi comme exercice de maths ? C'est des maths. C'est quoi comme maths ? C'est de l'algèbre. C'est quoi comme algèbre ? On fait du calcul numérique. Ok. Donc là, tu t'es entraîné au calcul numérique. Donc tu vas être meilleur dans ce domaine-là. D'accord. C'est important d'identifier à quoi je m'entraîne. Parce que si je m'entraîne pour un marathon, est-ce que ça a du sens de faire de la natation ? Oui. Ça a du sens pour entraîner le cardio, ça a du sens pour me faire gagner en durabilité dans l'effort, pour m'aider à faire durer l'effort. Ça a du sens pour beaucoup de choses. Ça n'a pas de sens pour me permettre d'être performant dans la course, dans la régularité de mon pas ou dans des choses comme ça. Mais je peux faire les deux séparément et puis après je les associerai. Je peux gérer sur un tapis de course la régularité de mon pas, ensuite faire du cardio dans la piscine, et puis ensuite, dans une troisième temps, j'irai dehors pour courir et m'entraîner un marathon. Mais identifier à quoi je m'entraîne là maintenant, sur quoi je travaille, c'est important. Ça va me permettre de savoir sur quoi je progresse et ce qu'il me reste à faire. Parce qu'évidemment, dans tout le panel de ce que j'ai à faire, je peux choisir des objectifs partiels à condition de les avoir identifiés. Donc souvent, clairement, et en identifiant à quoi je m'entraîne et sur quoi je travaille. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. En
Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. On comprend encore mieux la nécessité de répéter, de la régularité, et aussi notre responsabilité, nous d'adultes, nous de parents, et nous d'individus. Puisque mon cerveau retient ce qui est fréquent et pas ce qui est important, que dire de la manière dont je parle à mes enfants? Est-ce que je dis régulièrement, suffisamment régulièrement à mes enfants, qui sont capables d'y arriver, qui sont capables de grandes choses dans leur vie? Ou est-ce que je leur dis trop souvent que ce sont des incapables, ou que je leur laisse entendre, ou que je laisse comprendre qu'ils sont incapables, ou qu'ils n'ont pas réussi, ou qu'ils ont échoué, et que franchement, il ferait mieux de faire des progrès? Et que dire de la confiance que je construis ou que je déconstruis quand tous les jours je répète la même chose à mes enfants, qui ne savent pas faire ci, qui ne savent pas faire ça, que c'est toujours pareil, que jamais ils font ci, que toujours ils font ça, que... Voilà. Et là je répète, et leur cerveau enregistre tout ce qui est fréquent. Et c'est pas parce que c'est vrai qu'il enregistre, c'est parce que c'est fréquent. De la même manière, qui est la personne qui me parle le plus souvent? Je suis la personne qui me parle le plus souvent. C'est ma petite radio interne qui toute la journée me raconte ce que je vis. Cette petite radio interne, sur quel canal je l'ai branchée? Est-ce que je l'ai branchée sur le canal de mes reproches? Et toute la journée, je peux me reprocher de ne pas être assez ci, de ne pas être assez ça, d'être trop ci, de ne pas être à côté, de ne pas être aussi beau, aussi bon, aussi performant que l'autre, de ci, de ça. Et mon cerveau retient ce qui est fréquent. Et si toute la journée, je me répète ça tous les jours de ma vie, je vais l'ancrer en moi. Et à l'inverse, si j'ai branché ma radio interne sur la capacité que j'ai de m'émerveiller, d'apprécier la beauté du monde, de remercier les gens qui sont autour de moi pour ce que je vis de positif, de souligner ce qui dans ma journée a été bien, a été chouette, de me renforcer sur ma capacité à faire mieux la prochaine fois. Voilà. C'est très différent quand on lit une copie de se dire « j'ai eu 8 ». Donc ça veut dire qu'il me manque 12 points. Je suis pas terrible, hein, je suis pas très bon en maths. Hein. Vous voyez, je suis pas très bon en maths. C'est pas j'ai fait un truc pas terrible pour les maths, c'est je suis pas, c'est moi qui le suis, quoi. Ou alors de dire j'ai eu 8, il me reste 12 points pour progresser, donc je suis capable de gagner 12 points la prochaine fois. C'est pas tout à fait la même stratégie, quoi. Hein. Je vous laisse choisir quelle est la stratégie qu'une multinationale comme Google ou Apple a pu mettre en œuvre. Est-ce qu'ils ont regardé leurs défauts en se disant « Oh là, on n'est vraiment pas bon hein ». Ou est-ce qu'ils ont regardé leur potentiel de progression en se disant « C'est là qu'il faut qu'on appuie ». C'est une stratégie. Ça marche dans l'entreprise, ça marche dans ma vie d'élève, ça marche dans ma vie de parent. C'est une stratégie. Et ça peut être important de la mettre en œuvre. Donc la régularité, parce que mon cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important.
Évidemment, il va falloir tenir dans la durée, parce que si mon objectif il est ambitieux, il va falloir que ça tienne un certain temps. Pour ça, j'attire votre attention sur l'équilibre de vie, sur le rythme de sommeil notamment. Ce n'est pas possible de tenir un effort sur une longue durée si on n'a pas un rythme de sommeil respecté. C'est pas possible. D'ailleurs, tous les sportifs de haut niveau le savent bien. Quand on veut atteindre une performance, il faut avoir une hygiène de vie satisfaisante. Ça veut dire dormir, ça veut dire manger correctement, ça veut dire avoir des relations correctes aussi. Si je suis dans un environnement qui est agressif toute la journée, je ne pourrai pas être à mon meilleur de performance. C'est pas possible. Si je suis dans un environnement stressant, stressé, je ne pourrai pas être à mon meilleur de performance et ça ne tiendra pas dans la durée. Voilà. Le cadre dans lequel je me trouve, ma progression, ma manière d'être en relation au monde, de travailler en équipe. Est-ce que ma famille, c'est une équipe sur qui je peux compter et qui va pouvoir m'aider dans la mesure de ses moyens? Est-ce que ma classe, c'est une équipe sur qui je peux compter et qui va pouvoir m'aider dans la mesure de ses moyens? Ou est-ce que je considère les autres comme des adversaires? Et ça va être compliqué. Parce que si je suis dans un milieu hostile tout le temps, je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même. En tout cas, pas longtemps. Et si je veux que ça dure, il y a intérêt de pouvoir le faire. Donc ça veut dire aussi avoir des mécanismes installés et institués, des mécanismes de récompense. Et quand on a fixé des objectifs et qu'on les a atteints, on se donne des récompenses à soi. Et on le fait pour soi. On peut le faire pour les autres aussi, mais déjà on le fait pour soi. Et on se dit, tiens, je m'offrirai ce petit plaisir quand j'aurai atteint mon objectif. Et hop, j'ai mesuré, je sais que j'ai atteint l'objectif, et donc je me fais un petit plaisir. Allez, je boirai un coup quand j'aurai dépassé le caillou vert là-bas. Et j'atteins le caillou vert et je suis trop content de sortir ma gourde et de boire un coup. C'est ces petits plaisirs qu'on se donne et qui nous motivent au quotidien. Alors on peut se les donner à soi, on peut aussi les négocier avec ses parents, avec ses enfants, mais on peut aussi se les donner à soi tout simplement. Se dire, je ferai une pause et j'irai voir mes potes de l'autre côté de la rue quand j'aurai fini mes 3 exercices et que je les aurai aboutis. Et je me motive comme ça, et je m'autorise après à me faire une pause derrière. Ça a du sens aussi. Une stratégie, et là encore je parle de stratégie parce que c'est un choix, une stratégie pertinente, on sait que notre cerveau il est conditionné. Il est conditionné pour être beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus fort, beaucoup plus performant pour pointer tout ce qui est négatif dans la vie. Pour une bonne raison. C'est qu'à l'époque où le cerveau a été formé, tout ce qui était négatif, le fait de croiser un diplodocus, le fait de se faire bouffer par un lion, le fait de manger une bête toxique, le fait de... Enfin, tout ce qui était négatif dans la vie à cette époque-là, c'était mortel. Et si vous croisiez un lion d'un peu trop près, vous étiez mort à la fin. Donc notre cerveau, il a engrammé de manière assez profonde et efficace que tout ce qui est négatif, c'est potentiellement mortel. Donc on va le traiter en grande priorité. Et notre cerveau, il est formé, construit pour être beaucoup plus attentif à tout ce qui est dangereux, tout ce qui est négatif, qu'à tout ce qui est positif. Si vous passez à côté d'un super fruit savoureux, à l'époque de la préhistoire, vous n'en mourrez pas. Vous ratez un bon petit plaisir, peut-être vous ratez une occasion de vous nourrir correctement ce jour-là, mais vous n'en mourrez pas sur le moment. Si vous ne voyez pas le lion qui est caché dans le fourré à côté de vous, là, vous en mourrez. Donc le cerveau, il a bien fait la différence. Il a dit, il y a des choses négatives, celle-là, c'est prioritaire parce que c'est dangereux, c'est mortel. Et puis tout ce qui est positif, je veux bien y être attentif, mais je le ferai en second lieu parce que d'abord, je vais traiter ce qui est mortel. Et notre cerveau, il a été construit comme ça. Et donc aujourd'hui encore, même si on croise beaucoup moins de lions qu'avant dans la savane, même si il y a peu de chances de croiser un diplodocus dans les rues de Bayonne, notre cerveau il est toujours câblé comme ça, c'est-à-dire beaucoup plus attentif sur tout ce qui est négatif que tout ce qui est positif. C'est un drame. C'est un drame parce qu'on sait que le cerveau, il renforce ce sur quoi on se concentre. Il renforce ce sur quoi on se concentre.
Rappelez-vous, si je vous avais dit à l'entrée de compter le nombre de feuilles pour gagner une voiture, ben vous seriez concentré dessus et vous auriez trouvé la bonne réponse sans problème. Il renforce ce sur quoi on se concentre. Si je me concentre sur le négatif, il va renforcer le négatif. C'est la spirale de la dépression. Je vais mal, donc je regarde tout ce qui est noir, et en regardant tout ce qui est noir, ben je vais mal. Et plus je vais mal, plus je regarde tout ce qui est noir, et tout ce qui est noir, ça me rend mal. Et je m'enfonce, et je m'enfonce, et je m'enfonce. Et si je décidais, et là ça va être un acte volontaire, et je ne vais pas le subir, je vais le choisir, et si je décidais d'être attentif, de faire l'exercice, parce que pour moi au début ce sera un exercice, ce sera même un peu artificiel, de faire l'exercice de me dire, bah, tiens, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce que je peux me forcer à trouver comme élément positif sur cette situation? Prenons les drames qu'il y a eu récemment dans le sud-est de la France. Il y a eu des morts, il y a eu des gros dégâts, l'eau a fait des ravages, et là on pourrait se dire assez naturellement, mais il n'y a rien de positif, un truc comme ça, c'est dramatique. Et si je me forçais à faire l'exercice en cherchant un petit peu, je me dirais oui, c'est dramatique, il y a des choses terribles qui se sont passées. N'empêche qu'il y a aussi eu des élans de solidarité extraordinaires. Il y a aussi eu des gens qui se sont rendus compte que on ne pouvait pas forcément lutter à chaque fois contre la nature et qu'il fallait peut-être la respecter un peu mieux. Il y a aussi des gens qui se sont rapprochés les uns des autres et qui ont fait preuve de solidarité. Il y a aussi des gens qui ont été capables de se mobiliser, de donner de l'argent, du temps, de traverser la France pour aller donner un coup de main là-bas. Et ça, c'est beau, c'est sympa, c'est extraordinaire. Donc finalement, même sur cet événement qui est complètement tragique, je pourrais choisir d'aller regarder ce qui n'est pas si mal. Et je ne deviendrai pas naïf, parce que c'est pas parce que je choisis de regarder ce qui va bien que j'ignore ce qui va moins bien. Je suis pas fou, hein. Je sais bien que le monde, il n'est pas tout rose et qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Seulement, en sachant qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, je peux choisir de regarder les nuages roses plutôt que de regarder les nuages noirs. Ou de me concentrer sur les nuages roses et de passer moins d'énergie et de temps sur les nuages noirs. Prenons ce verre. Certains me diront, il est à moitié plein. D'autres me diront, il est à moitié vide. Moi, je vous dirais, en bas, je le vois bien plein d'un liquide qui a l'air savoureux. Mais dans le haut, moi, je le vois bien plein d'une odeur qui n'a pas l'air moins bonne. Et finalement, je pourrais, en regardant bien, le voir tout plein. Plein de liquide en bas et plein d'un arôme sympathique que si je rapproche mon nez, ça me ravira déjà. Vous voyez que c'est qu'une question d'état d'esprit. Et cet état d'esprit, il se cultive. Et c'est un bon exercice à faire avec des enfants, avec des ados en particulier, à table le soir, au moment où ils ont encore faim pour pas qu'ils s'échappent. Ou dans la voiture, au moment où la porte est fermée, ils ne peuvent plus sortir. Faites-leur l'exercice de dire, voilà, dans tel et tel événement qu'on a évoqué ensemble, dans ce qu'on a regardé à la télévision, dans ce qu'on a entendu à la radio, qu'est-ce que tu vois de positif? Qu'est-ce que tu pourrais observer de positif? Et je rentre de l'école, je suis crevé, j'en ai marre, j'ai une journée qui n'était pas terrible. En plus, j'ai une sale note en maths. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ta journée? Alors, il va vous regarder bizarre au début, je vous promets. Mais à force de s'entraîner, parce que c'est un entraînement, à ce petit exercice, on va se rendre capable d'être attentif à tous ces petits points positifs. Et on sait que quand on est dans la joie, quand on est dans le bonheur, quand on est dans la culture de tous ces points positifs, on a beaucoup plus d'énergie, on a beaucoup plus de force intérieure et extérieure, et que ça nous aide à avancer. Et c'est beaucoup plus facile de travailler dans la joie et la bonne humeur que de travailler dans la déprime. D'ailleurs, les gens déprimés, ils n'arrivent pas à travailler du tout. Donc, c'est vraiment essentiel de cultiver cette culture du positif, leur apprendre à être optimiste. Ça s'apprend, ça se cultive. Parfois c'est artificiel au début, mais c'est pas grave. Votre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc c'est pas grave d'être dans l'imaginaire. Imagine qu'est-ce qu'il y a de positif dans telle situation, même si tu l'as pas vu, tu peux l'imaginer. Et rien que ça nous aidera à être dans cette démarche positive qui nous donnera de l'énergie, qui nous donnera des capacités à aller plus loin, à réussir ce qu'on veut faire. Évidemment, d'avoir compris, d'avoir appris comment je fonctionne, quelle est mon intelligence, c'est aussi une stratégie super intelligente.
de savoir, alors là je fais référence par exemple aux intelligences multiples, c'est Howard Gardner qui a travaillé sur la question, de savoir que mon intelligence elle est construite comme ça, avec une partie d'intelligence logico-mathématique, avec une partie d'intelligence verbale, avec une partie d'intelligence qui est plutôt musicale, avec une partie d'intelligence qui est comme ça. On a tous une intelligence qui est, voilà, Howard Gardner il a repéré comme ça 8 intelligences, et on a tous une intelligence qui est composée d'un peu des 8. Après, on en a qui sont nos favoris, entre guillemets, et d'autres qui sont moins développés. Il faut savoir que notre système scolaire français, européen, il est posé sur 2 types d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbale, l'usage des mots. Savoir lire, écrire, compter. Voilà. C'est ça. Et c'est que 2 intelligences sur 8. Ça veut bien dire qu'un élève qui a une intelligence favorite, son intelligence préférée, celle qui fonctionne le mieux chez lui, imaginons qu'elle soit kinesthésique, qu'elle passe par le mouvement, ben c'est cet élève-là qui, quand il était enfant, pour apprendre sa poésie, avait besoin de marcher, et qui allait marcher sur le carrelage comme ça pour apprendre sa poésie. Et c'est cet élève-là qui, quand il dansait son cours, et qu'il était sur sa chaise en train de tourner pour apprendre sa leçon, et ben la retenait beaucoup mieux que quand on l'obligeait à arrêter de bouger. Parce que arrêter de bouger, pour lui, c'était arrêter d'apprendre. Parce que pour apprendre, il a besoin de bouger. Et c'est à cet élève-là qu'on va apprendre à bouger dans sa tête, parce que quand il est en contrôle en classe ici, là, et qu'ils sont 120 dans la classe pour être en contrôle, il ne peut pas se permettre de bouger sur sa chaise et de se retourner et de s'allonger. Par contre, il peut se permettre de continuer de bouger dans sa tête. Et on peut lui apprendre, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, donc on peut lui apprendre à retrouver la position qui lui a permis d'apprendre cette leçon-là dans sa tête pour pouvoir accéder à ses connaissances plus facilement. Et l'élève qui a une intelligence plutôt musicale, ben c'est celui-là qui avait besoin de mettre la poésie en musique pour l'apprendre. Et qui l'apprenait beaucoup mieux à haute voix que de l'apprendre dans sa tête. Et c'est cet élève-là qui se parle pour réussir, et qui se parle pour se donner confiance, et qui a toujours besoin du bruit, et qui ne supporte pas de travailler sans le bruit. Ben oui, parce que lui, son intelligence, elle est musicale. Et il met de la musique dans sa chambre, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous faire croire qu'il ne travaille pas, c'est juste parce que c'est nécessaire pour lui, parce que son intelligence, elle est comme ça. Et s'il a compris ça, ben cet élève-là, on va lui apprendre que de mettre ses cours en musique, c'est intelligent. On va lui apprendre à faire fonctionner la musique dans sa tête, parce que quand il est en contrôle, il ne peut pas se permettre de chanter, sauf à avoir appris à chanter dans sa tête. Et pourquoi pas, après tout, si ça marche. Donc ça, c'est vraiment des stratégies qui vont être pertinentes. À partir du moment où je me connais moi-même, j'ai appris à savoir qui j'étais, comment je fonctionne, et donc à trouver la stratégie qui me rendra performant. De la même manière, et là c'est le travail de Antoine de la Garandrie sur la gestion mentale et sur les profils cognitifs, voilà, de savoir que je suis auditif, visuel, kinesthésique, c'est vraiment important. Parce qu'un élève qui est auditif, on va lui apprendre à se parler, on va lui apprendre à faire fonctionner sa radio interne, on va lui apprendre à verbaliser un schéma, par exemple. Un schéma, il n'y a rien de moins parlant pour quelqu'un qui est auditif. Sauf si on lui a appris à le verbaliser, ce schéma. À dire, bah tiens, le prof, il a fait un carré, et autour du carré, il a fait un cercle qui touche les 4 coins du carré. Voilà, tout de suite, l'élève qui est auditif, il va être capable de retenir ça. Alors que juste l'image, il était incapable de la retenir. Parce que ça ne rentrait pas par son bon tuyau. Donc c'est vraiment important de les aider à comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent. On trouve maintenant sur Internet assez facilement des tests qui permettent de tester. Alors ça n'a pas valeur d'un entretien avec un psychologue, très loin de là. Et le mieux, c'est de faire ça avec un professionnel et d'être accompagné pour ça. Maintenant, sans aller forcément jusqu'au travail avec un professionnel où on irait plus loin et mieux évidemment, mais sans aller jusque-là, d'avoir déjà une idée, même vague, de qui je suis et comment je fonctionne, c'est intelligent. Voilà. De savoir que je suis plutôt visuel ou plutôt auditif, c'est intelligent. Et ça me permettra d'être beaucoup plus performant dans mon travail. Donc, voilà, je peux me faire aider et m'adresser à des professionnels, c'est pertinent, mais je peux aussi par moi-même essayer d'éclairer un peu ça et de défricher au moins l'essentiel, de comprendre comment je fonctionne. Ça pourrait être d'ailleurs notre objectif numéro 1 dans la stratégie
que je viens de décrire, se connaître soi-même. Voilà. Savoir qui je suis, comment je fonctionne, quels sont mes points d'appui, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelle stratégie je peux faire pour contourner mes défauts en m'appuyant sur mes qualités. Ça pourrait être vraiment notre point numéro 1, connaître qui je suis. Voilà. C'est tout le courant aujourd'hui du développement personnel qui passe par connais-toi toi-même. Et c'est pas nouveau parce que connais-toi toi-même, c'est les philosophes de 2000 ans avant Jésus-Christ qui en parlaient déjà. Notre objectif, je vous le rappelle, c'est d'aider chaque enfant à passer le cap de « je subis ce qui m'arrive parce que j'en suis pas conscient et je l'ai pas choisi ». Et tant que je suis victime de ma vie, entre guillemets, si j'ai moins de 12 ans, c'est pas grave, mais si j'ai plus de 15 ans, ça commence à être gênant parce que je voudrais bien pouvoir piloter ma vie et que si je considère que j'en suis victime, ben ça ne marchera pas, je ne serai pas pilote. Voilà. Donc l'enjeu, c'est de prendre en considération ça, savoir qui je suis, savoir vers où je vais, et puis me fixer un cap pour y aller. L'itinéraire sera peut-être semé d'embûches, je contournerai les obstacles comme je peux, je m'appuierai sur les moteurs que j'ai, mais j'atteindrai mon objectif, ou en tout cas, je m'en rapprocherai le mieux possible. Ça, c'est l'enjeu, c'est la destination, et c'est un vrai boulot, parce que c'est un travail d'équipe d'abord, et qu'ensuite c'est un travail qui va prendre du temps et de l'énergie, mais je peux vous le garantir, et c'est l'expérience qui parle, ça fonctionne. À tous les coups, on gagne. Je n'ai pas d'exemple, je n'en connais pas. Alors peut-être qu'il y en a, mais moi je n'en connais pas. Et j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine et dans l'accompagnement des jeunes adolescents. Je ne connais pas d'exemple de jeunes qui ont mis en place des stratégies de ce type-là et qui n'ont pas atteint un objectif meilleur, qui ne sont pas devenus meilleurs qu'eux-mêmes et qui ne se sont pas améliorés. Voilà. Je ne connais pas d'exemple. Si un jour vous en trouvez, envoyez-les-moi. Mais ça m'étonnerait que vous en trouviez beaucoup, parce qu'avec une stratégie comme ça, on devient forcément meilleur. Et on s'améliore forcément dans divers domaines. Je crois que j'ai fait le tour de ma stratégie ce soir. Vous avez compris qu'un des fonds, un des renforçateurs maximum pour arriver à faire tout ça, ça pourrait être la confiance en soi, parce que, mine de rien, c'est un ingrédient indispensable qui, à chaque étage et à chaque étape de ce que je vous ai décrit ce soir, pour être pratique. C'est l'objet de la 3e soirée qu'on fait le 20 novembre. Je ne vais pas dire de bêtises cette fois-ci, je crois que c'est le 20 novembre. Voilà, ça peut être l'occasion, même si elle sera un peu plus déconnectée des 2 premières, c'est pas la suite, c'est autre chose. Mais ça sera peut-être l'occasion de vous revoir si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous remercie? Oui. À un moment, vous avez écrit que c'était bien de changer d'endroit pour travailler. Oui. Oui, ça c'est vraiment important pour des enfants qui sont notamment des enfants qui sont avec une intelligence spatiale, d'accord, qui ont besoin de spatialiser les choses. Et les zones de la mémoire vont pas s'activer de la même manière selon si je suis en train de travailler sur le lit, assis à mon bureau, par terre, allongé, debout ou dans la voiture. Et c'est une vraie stratégie de certains élèves de dire finalement quand je vais apprendre mon histoire, la matière histoire pour moi elle est associée au lit. Et je m'allonge sur mon lit pour apprendre mon histoire parce que c'est une position qui me va bien et ça me permet d'être efficace. Et par contre, quand je fais des maths, je le fais au bureau, parce que pour moi, les maths, c'est au bureau. Et par contre, quand je fais de l'anglais, je le fais plutôt debout, parce que moi, l'anglais, c'est un truc dynamique, je le fais debout. Et cet élève-là qui est spatialisé, dont l'intelligence spatiale va être plutôt développée, quand il va être en DST, quand il va être en contrôle, il va être capable, en un quart de seconde, en fermant les yeux, de s'imaginer dans la position qui lui a permis d'accéder ou de stocker ces connaissances-là, et donc de réactiver la zone du cerveau dans laquelle il a stocké les informations. Donc c'est vraiment des stratégies pertinentes pour des enfants qui ont soit ce profil spatial, avec une intelligence spatiale développée, soit des enfants qui sont kinesthésiques et dont l'apprentissage va passer par le mouvement. Et là, pareil, la position dans laquelle j'apprends a une importance. Voilà. Donc
apprendre au bureau assis devant une table, c'est valable pour certains, ça fonctionnera pour certains, mais pas pour tous. Et il y a des enfants pour qui c'est salvateur de leur permettre d'apprendre dans toutes les positions, dans toutes les pièces de la maison, dans toutes les... Voilà. Et on peut associer comme ça un enfant qui est très musical, eh ben, il va associer une ambiance musicale à une matière. Et le jazz, c'est plutôt pour l'histoire géo. La musique classique, je ne fais que des maths avec. Et quand il va être en DST, il va être capable de réentendre la musique qui va lui permettre de se remettre dans l'ambiance et dans les connaissances qu'il a apprises à ce moment-là. C'est vraiment des stratégies, qu'elles soient spatiales, musicales, au niveau de la position ou au niveau de l'environnement. Un enfant qui est naturaliste, qui a une intelligence naturaliste développée, il va être attentif à son environnement. Et de travailler dehors sous les arbres, ça va l'aider à mémoriser, parce qu'il aura, voilà, puis travailler dans une pièce, il va mémoriser toute cette pièce, et l'environnement pour lui aura cette importance-là. Donc, en fonction de qui je suis, ça peut être des stratégies qui sont très pertinentes. Et là encore, il faut savoir et avoir compris qui je suis. Oui. Une question par rapport justement au profil d'intelligence. Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis et fixe, ou est-ce que ça évolue et ça peut être développé? Ça n'est surtout pas acquis. La plasticité cérébrale, aujourd'hui, on a confirmation que le cerveau il est en mouvement toute la vie. Alors, c'est un profil, ce qu'on va appeler le profil majoritaire. Souvent, on a tendance à renforcer ce qui va bien. Voilà, on a tendance à travailler le plus les matières où on est fort, parce qu'on aime ça et qu'on réussit mieux. Et c'est pas pour rien, c'est pour la dose de dopamine qui va avec. Si je suis fort en maths, je vais travailler beaucoup les maths, parce qu'à chaque fois que je suis fort, je réussis bien, et donc j'ai de la dopamine qui arrive à chaque fois que je réussis. Comme je suis accro à la dopamine, moi je fais tout ce qu'il faut pour en avoir. Donc on a tendance à renforcer notre profil tout au long de la vie. Et des gens qui sont très musicaux, ils ont tendance à écouter beaucoup de musique. Et donc à renforcer encore plus leur côté musical. Voilà, donc c'est vrai que souvent c'est des choses qui sont non pas innées, parce que c'est plutôt de l'ordre de l'acquis, mais qui sont en tout cas voilà, assez continues dans le temps. Mais ce qui est certain, et ça s'est prouvé, c'est que ça peut évoluer, et qu'à la force d'un effort, d'un choix, d'une décision ou de circonstances qui évoluent, on peut tout à fait le faire évoluer. Et ce qu'un enfant était capable de faire, parce que c'était son truc, parfois un adolescent ou un adulte, on aura évolué naturellement, parce que l'environnement a changé, parce que, voilà, tout simplement, je suis très musical, mais pendant les 4 ans que j'ai fait mes études supérieures, j'étais dans une petite chambre d'étudiants à Paris et que je n'avais pas de poste de qualité pour écouter de la bonne musique. Et du coup, j'ai développé d'autres compétences, d'autres appétences et des modes de fonctionnement différents. Et du coup, j'ai évolué et j'ai fait changer mon profil. Voilà, donc c'est pas figé du tout, mais c'est vrai qu'on a tendance à renforcer ce sur quoi on est plutôt fort au départ, et donc à entretenir ce qu'on est dès le départ. Merci beaucoup à tous. Voilà, n'hésitez pas à partager et ou à réagir. Vous avez le droit aussi d'être d'accord ou d'être pas d'accord. Les deux sont possibles. Si vous voulez bien, avant de sortir, passer un petit coup sur votre table, vous serez géniaux.